Shalom Aleichem. Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série consacrée à l'étude des 39 travaux interdits Shabbat. Alors cette semaine, on rentre dans le vif du sujet. On va étudier le premier des 39 travaux interdits, c'est le travail de labourer. Alors au fait, quand on dit qu'il y a une liste de 39 travaux interdits, chacun des 39 travaux, c'est un peu plus qu'un travail, c'est une famille d'actions qui ont la même finalité. C'est la raison pour laquelle le travail de labourer comporte principalement 3 actions qui sont interdites le Shabbat au même titre. La première, c'est le fait de labourer, réaliser un sillon ou creuser un trou dans la terre pour pouvoir ensuite y planter une graine. Deuxième action, aplanir la terre pour que ce soit plus facile ensuite d'y semer. C'est aussi un interdit de la Torah. Et enfin, la troisième action qui est aussi interdite au même titre puisqu'elle participe à la même finalité de préparer la terre pour pouvoir ensuite semer, c'est le fait d'arroser la terre pour pouvoir la ramollir. On va donc diviser cette vidéo naturellement en 3 parties et on va étudier ces 3 actions qui rentrent dans le cadre du travail de labourer. On commence. Shalom Aleichem, Il y a un interdit de la Torah de labourer le Shabbat, de tracer un sillon dans la terre ou de creuser un trou pour pouvoir y planter une graine. La semaine dernière, je vous ai posé une petite devinette qui n'était pas du tout anodine. La devinette était la suivante. Est-ce qu'il est permis de tirer un objet dans un jardin, sachant que lorsque je le tire, je peux au passage réaliser un sillon dans la terre et donc la labourer? Eh bien en fait, pourquoi elle n'est pas anodine cette devinette? Parce que la réponse à cette devinette, c'est un principe général qui va nous accompagner dans presque toutes les vidéos, ou en tout cas dans tous les travaux qui sont interdits le Shabbat. Le principe est le suivant. Lorsque je réalise une action et qu'une autre action dont je n'ai pas du tout l'intention peut se réaliser en conséquence de la première, si la conséquence n'est pas obligatoire, la deuxième qui est interdite, eh bien c'est permis de réaliser la première action. Si par contre cette conséquence est obligatoire, ça va être interdit. Ça a l'air théorique, mais je vais vous donner l'application pratique tout de suite. Lorsque je tire un objet dans mon jardin le Shabbat, je n'ai aucune intention de labourer la terre. Ma seule intention, c'est de déplacer un objet d'un endroit à l'autre. Cependant, en conséquence de cela peut ou non labourer la terre. Eh bien, la réponse à la devinette est la suivante. Si jamais je tire un objet qui est léger et que il se peut que ça laboure la terre au passage ou non, la conséquence n'est pas obligatoire, alors à ce moment-là, c'est permis de tirer la chaise. On appelle ça un travail non intentionné. La deuxième action qui est interdite, je n'ai aucune intention de la réaliser et elle n'est pas obligatoire. Par contre, si je tire un objet qui est tellement lourd que de façon certaine, lorsque je le tire, ça réalise un sillon dans la terre, eh bien, à ce moment-là, on appelle ça une conséquence obligatoire, et ça sera interdit le Shabbat. Voilà. Autres applications à cette notion-là, le Shabbat, dans un endroit où il est permis de porter. Je rappelle qu'en France, il est interdit de porter dans le domaine public, et en Israël, dans la plupart des villes, c'est permis. Dans un endroit où il est donc permis de porter le Shabbat, on a le droit de pousser une poussette de bébé, bien que la roue de la poussette semble créer des sillons dans la terre. En effet, la roue, en fait, ne creuse pas la terre en l'extrayant, mais elle va uniquement, en fait, appuyer sur la terre et la tasser. C'est la raison pour laquelle c'est permis. Et si, de temps en temps, les roues se bloquent et que cela crée effectivement un sillon, étant donné que c'est une conséquence qui n'est pas obligatoire et qui n'est pas intentionnelle, je n'ai aucune intention de labourer la terre au passage, eh bien c'est permis de pousser la poussette sur de la terre. Autre exemple, marcher avec des chaussures à talons sur de la terre, c'est permis le Shabbat. Pourquoi? Eh bien pour la même raison. Les talons vont en fait uniquement tasser la terre et non pas la creuser. Et si de temps en temps, lorsque je traîne un petit peu les pieds, les talons vont effectivement creuser un sillon dans la terre, comme ça n'est pas une conséquence obligatoire, mais un travail non intentionné, moi je suis occupé à marcher, et ça peut ou non au passage créer un sillon, eh bien ça sera permis le Shabbat. On va maintenant étudier une deuxième action, qui est aussi interdite le Shabbat au même titre que le travail de labourer, c'est l'interdit d'aplanir la terre. En effet, lorsque je rebouche des trous dans la terre, ou lorsque j'aplanis des bosses, dans le but d'avoir un sol plus plat et plus apte à être ensemencé, eh bien je transgresse l'interdit de la Torah de labourer. On va voir quelques autres interdits qui rentrent dans la même catégorie, qui sont des interdits d'ordre rabbinique que nos sages ont ajoutés. Le premier, on n'a pas le droit le Shabbat de balayer un sol qui n'est pas carrelé.
Dans un sol carrelé, je vous rassure, dans nos appartements, c'est permis de balayer le Shabbat. Mais dans un sol qui n'est pas carrelé, par exemple dans un jardin, c'est interdit. Pourquoi? Nos sages ont craint qu'on en vienne, en oubliant que c'est Shabbat, à aplatir la terre au passage en rebouchant les trous par exemple. Donc ça, c'est un premier interdit d'ordre rabbinique. Deuxième interdit d'ordre rabbinique, on n'a pas le droit le Shabbat de laver le sol de la maison à grande eau, et cette fois-ci, cet interdit reste valable même si le sol est carrelé. Donc dans nos maisons, on n'a pas le droit de laver l'ensemble du sol à grande eau. Pourquoi? Nos sages ont craint qu'on en vienne à faire la même action dans un endroit qui n'est pas carrelé, et encore une fois, à aplanir le sol et à transgresser un interdit de la Torah. Précision importante, si jamais un endroit s'est sali dans la maison de façon locale, par exemple, le soir du Seder, on a eu tous les enfants à la maison et on a toute une partie du salon qui s'est salie, alors à ce moment-là, localement, on a le droit de verser de l'eau et de racler cette eau, c'est permis. Dernier interdit d'ordre rabbinique qui est un petit peu moins courant de nos jours, pour ceux qui ont un âge proche du mien, lorsqu'on était enfant, on jouait aux billes, eh bien, le Shabbat, il y a un interdit d'ordre rabbinique de jouer aux billes sur de la terre, de peur, encore une fois, qu'on en vienne à aplanir la terre pour pouvoir jouer plus facilement, c'est encore un interdit d'ordre rabbinique. Troisième action qui entre dans le cadre de l'interdit de la Torah de labourer le Shabbat, l'action d'arroser de la terre non ensemencée pour pouvoir la ramollir et la préparer pour pouvoir ensuite y semer des graines ou des plantations. C'est un interdit de la Torah. Pour cette raison, pour ceux qui ont un jardin, donc un endroit dans lequel il est permis de porter, on n'a pas le droit le Shabbat de faire netilat yadayim au-dessus de la terre ou de rincer un fruit au-dessus de la terre, toute action qui va faire couler de l'eau sur la terre. Pourquoi? Même si ma seule intention n'est pas d'arroser la terre, mais uniquement de me laver les mains ou de rincer le fruit, comme on l'a vu en début de vidéo, lorsque je réalise une action permise, mais qui a pour conséquence obligatoire, l'eau va forcément tomber sur le sol, une action qui est interdite, eh bien dans ce cas-là, ça reste un interdit. Donc, ce sera interdit de faire netilat au-dessus de la terre ou toute autre action qui fait couler de l'eau sur la terre le Shabbat. On a vu ensemble 3 aspects de l'interdit de la Torah de labourer le Shabbat. Le premier, l'interdit de labourer, c'est-à-dire de tracer un sillon ou de creuser un trou dans la terre. Et ça a été l'occasion pour nous de découvrir la notion de conséquence obligatoire et de travail non intentionné. Si je fais une action permise et que ça peut engendrer une autre action d'une façon pas forcément obligatoire, qui elle-même est interdite, la première est permise. Ce que l'on a vu ensemble aussi, c'est que il y a un interdit de la Torah d'aplanir le sol. Et donc, on a vu qu'il y a des interdits d'ordre rabbinique. Par exemple, de balayer un sol qui ne possède pas de carrelage. Et enfin, on a vu ensemble qu'on n'a pas le droit, le Shabbat, c'est encore un interdit de labourer, d'arroser de la terre, parce que ça la ramollit, ça la prépare pour pouvoir l'ensemencer plus facilement. Comme la semaine dernière, je voudrais aujourd'hui encore vous proposer quelques minutes de réflexion sur la notion de Shabbat. Alors, nos sages nous enseignent un principe extrêmement intéressant et qui comporte beaucoup d'applications dans certains domaines de la vie. Le principe est suivant, je vais commencer par une parabole. Imaginez que vous vouliez transporter de l'eau d'un endroit à un autre. Vous avez besoin, pour pouvoir transporter cette eau, d'une canalisation. Plus le flux que vous voulez transporter est intense, et plus vous avez besoin d'une canalisation qui soit solide. Ça, c'est la parabole. Maintenant, l'application à ça, par exemple dans le domaine de l'éducation, pour pouvoir éduquer un enfant correctement et qui se développe d'une façon correcte, on a besoin de lui donner des principes éducatifs. Ce qui est permis, ce qui est interdit, il faut respecter ses parents, il faut se lever à l'heure. Tout un certain nombre de principes qui représentent la structure de son éducation. C'est très important. Mais pour qu'il puisse ensuite se développer à l'intérieur, eh bien, son développement va être permis par notre amour, par nos encouragements. C'est ça qui va lui permettre de se développer à l'intérieur de cette structure. Dans un autre domaine, dans le domaine qui concerne Shabbat, eh bien, il y a aussi cette notion de structure et de fluide qui passe à l'intérieur. La structure du Shabbat, c'est les mélachot, les travaux qui sont interdits avec Shabbat. C'est ce qu'on est en train d'étudier avec Shabbat ensemble. Ce qui est permis, ce qui est interdit. C'est ça la structure. Mais à l'intérieur de cette structure-là, ce qu'il faut faire passer, en fait, c'est l'ambiance du Shabbat. L'ambiance du Shabbat, à part les bons repas, il y a aussi les chants du Shabbat qui ont une place très très importante. Au moment des repas, consacrer de l'importance au chant du Shabbat.
le Gaon de Vilna nous dit que le Gaon de Vilna est un maître qui a vécu il y a environ 200 ans. Il nous dit que si on ne servait pas Dieu avec la Torah, eh bien on l'aurait servi avec le chant, parce que le chant c'est le langage de la Neshama, c'est le langage de notre âme. On raconte que Baba Saleh avec beaucoup d'invités au moment de la Seuda Shlishit, le 3e repas du Shabbat, et qu'en fin de repas, il prolongeait énormément les chants pendant quelques heures, et seulement à la fin, il faisait un Dvar Torah, mais relativement court, parce que les chants ont beaucoup d'importance, et ils permettent à développer une très bonne ambiance le Shabbat. Pensez à vous y investir. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, et on ne peut pas se quitter sans une petite devinette. La semaine prochaine, on va étudier plusieurs travaux interdits Shabbat, dont le travail de cueillir. Est-ce que vous pensez, vous avez les éléments pour y répondre, n'ouvrez pas les livres, ne trichez pas. Est-ce que vous pensez que le Shabbat, on a le droit de marcher sur la pelouse, sachant que lorsque je marche sur de la pelouse, il se peut qu'au passage, cela arrache des brins de pelouse, et à ce moment-là que je transgresse l'interdit de cueillir. Permis, interdit, vous avez encore une petite semaine pour y réfléchir. Shabbat Shalom.